Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour cet atelier autour de l'intelligence artificielle. L'objectif aujourd'hui va être de vous présenter effectivement une étude qui a été réalisée et notamment sur comment réveiller automatiquement la donnée médicale grâce à l'IA. Donc je me présente, je m'appelle Augustin Missa, je suis le CEO et cofondateur de Magix Medical AI. Je vais être accompagné aujourd'hui de trois autres de nos cofondateurs, le docteur Zadowski, le docteur Faure et le docteur Giorgi, ainsi que François Masson, notre CTO et le cerveau de notre intelligence artificielle. Donc on va aujourd'hui commencer à vous faire l'ensemble de la présentation. Pour ceux qui n'ont pas pris effectivement de panier repas, servez-vous. Et ce que je vous propose, c'est qu'on pose les questions à la fin. Donc on laissera suffisamment de temps pour y répondre. N'hésitez pas à bien noter vos questions parce que la présentation va être extrêmement intéressante et je suis sûr qu'il y aura effectivement beaucoup de choses, beaucoup de questionnements et on sera ravis d'y répondre. Voilà, donc je vais laisser la parole au docteur Zadowski. Et oui, alors juste, effectivement, donc on va amorcer la présentation sur déjà le constat, donc par Marc, sur la donnée qui manque aujourd'hui. Derrière, on va partir sur la méthodologie clinique qui a été faite pour cette étude, où on vous donnera l'ensemble des détails, je ne vais pas vous spoiler. Les résultats donc, de cette étude qui s'appelle MAGARC. Après, moi, je vais complètement dans la partie réglementaire pour vous expliquer effectivement les sujets de la protection de la donnée. Notre technologie et après le registre et Spine Tango et on finira effectivement sur le modèle et les opportunités business pour vous montrer comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Alors moi je vais être assez bref. C'était en gros l'idée c'est comment ça a commencé. C'est le constat que vous faites tous, c'est-à-dire que en permanence, quoi qu'on fasse, on voit toutes ces tables rondes, on voit ces symposiums, ces articles, et à chaque fois la même chose. Difficile de conclure, il nous manque de la donnée, il y a tout le temps des trous dans la raquette, ou si vous préférez des gruyères. Et vous le savez tous, quoi. Pourquoi est-ce qu'on a ces trous? On va avoir des dossiers introuvables. On va avoir des données qui ne sont pas trouvées à l'intérieur des dossiers. Elles sont présentes quelque part, mais on ne sait pas où les chercher. On peut avoir des données renseignées, on peut avoir des scores cliniques vides, les questionnaires ne sont pas remplis, mal remplis, on va avoir des dossiers incomplets, bref. Tout ça, d'où ça vient? Il y a plein de raisons, mais en tout cas, la cause principale, très clairement, c'est une cause humaine. Tous les super logiciels actuels, il y a un truc, il faut toujours renseigner à la main, quasiment tout. Qui va renseigner tout ce qu'on veut comme information, où c'est l'interne. L'interne, lui, en théorie, il est là pour se former, il est là pour apprendre à opérer. Et on a tous été internes, ou vous l'êtes, peut-être s'il y a des internes, on est déjà débordé de base. Et si en plus, il faut aller fouiller dans des dossiers pour aller chercher des informations à 10 h du soir après avoir travaillé, c'est là où on fait des erreurs. Le chirurgien, dans le privé, il y a moins d'internes. Donc parfois, le chirurgien qui est dans le privé et qui veut faire de la science, ça va être difficile pour lui parce qu'il n'a pas l'infrastructure. Ça peut être la secrétaire, mais la secrétaire, elle n'a pas de connaissances véritablement en chirurgie. Ou alors l'ARC, mais ça c'est quand on a beaucoup de chance et qu'on a un attaché de recherche clinique. Ça c'est génial, mais ça coûte cher. Donc en conséquence, on va avoir des erreurs de saisie, des omissions de données, on va avoir des patients perdus de vue. Et en gros, quand sont apparus finalement il n'y a pas très longtemps, quand sont apparus ces IA, on s'est dit, il y a un outil qui est infatigable, qui peut tourner 24 heures sur 24, en parallèle de notre activité, et qui est capable de discerner. Avec Henri Dastor et moi, au tout début en 2023, quand il a commencé à avoir ChatGPT, grand public, puis Mistral, qui sont passés en accès public, on s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mais voilà, on était tout seul. Et on s'est dit, il y a quand même deux copains
passionnés, qui ont toujours été passionnés par la data et qui étaient déjà à l'époque vachement rodés dans l'automatisation de l'envoi des questionnaires pour ne pas avoir des pertes de vue sur les proms. C'était les copains de Marseille, Adrien, Georgie et Émeric Faure. Donc on leur a demandé s'ils voulaient bien se joindre à nous pour essayer de faire quelque chose, de trouver un outil qui nous permettrait de recueillir de la donnée sans avoir à se fatiguer manuellement à recueillir cette donnée hors de nos heures de travail. Et donc l'union fait la force, et donc ils nous ont rejoints. Et à partir de là, bon, je vous passe les détails. Eh bien, le truc le truc initial, il faut une preuve de concept, une POC. Alors vous allez voir, il y a plein de j'ai essayé de pas jargonner parce que moi je supporte pas ça le jargon, et j'ai entendu plein de personnes hier qui m'ont dit il y a plein de mots qu'on comprend pas en IA, etc. Et ça, c'est vraiment un truc que s'il y a des mots que vous comprenez pas, il faut surtout pas que ce soit mystifié, hein. Il faut démystifier tout. Et on est là dans une société savante, donc le but c'est de comprendre. Et s'il y a un mot que vous comprenez pas, on verra, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser la question. Voilà. Donc voilà, la preuve de concept, c'était la suivante, c'était analyser une grosse base de données et de réussir à en sortir des données pertinentes. Et ça, je peux vous dire que c'était notre rêve en 2024, pourtant c'était hier 2024, et ben c'était quasi impossible en 2024. Puis on a demandé à une société de nous aider dans l'analyse des données. Et puis finalement, on a choisi 48 dimensions. Voilà, et puis on a pu faire cette preuve de concept qui est la donnée structurée en clair. Donc vous avez une base de données, vous l'interrogez et vous sortez 48 dimensions. Mais ça, c'est parce qu'on a décidé arbitrairement que c'était ça qu'on voulait. Fumeur, non fumeur, obèse, pas obèse. Enfin... Comment ? Oui, ouais, tu vois, tu as des raisons de me reprendre. Voilà. Donc l'histoire fait que commencer parce que vous avez compris que là c'est le début, mais qui est déjà bien avancé, mais on peut aller beaucoup plus loin, et c'est pour ça que je vais laisser la main à Augustin, qui est notre CEO maintenant, et qui est fondateur avec nous. Merci beaucoup. Alors moi, je vais aborder un sujet qui touche tout le monde. C'est effectivement, on a de la donnée, c'est super, mais il y a quand même un cadre réglementaire. Donc, techniquement, à qui appartient la donnée de santé ? Donc on va aborder tout ce cadre, notamment pour vous expliquer clairement ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et nous, la manière dont on a agi. Donc aujourd'hui, personne techniquement possède la donnée. Elle est principalement aux patients, donc qui a le droit, qui donne l'autorisation aux médecins de les exploiter. Vous avez également l'établissement, donc qui est responsable donc de ce traitement, qui stocke les données en son sein, et c'est lui qui en décide de faire l'usage. Et notamment grâce aux différents questionnaires que vous envoyez à vos patients et aux formulaires qui vous signent en entrant dans votre hôpital. Et après, le partenaire, donc Magix, où nous allons être sous-traitants pour la structuration. Donc, notre objectif est de prendre effectivement vos données, de vous donner l'opportunité d'intégrer vos données dans la plateforme Magix pour effectivement avoir la visibilité de l'ensemble de votre patientèle. Et derrière, la seule chose dont on va avoir le droit, ça va être de les réutiliser de manière pseudonymisée. Et donc ça, je vais l'expliquer un peu plus tard. Aujourd'hui, il y a 3 textes et une autorité. En termes de texte, il y a la RGPD que tout le monde connaît. Donc ça, on doit effectivement remplir un certain nombre de critères pour être RGPD. Derrière, il y a la loi informatique et des libertés françaises et qui est effectivement duplicable auprès de l'Union européenne. Il y a le Code de la santé publique qui concerne le secret médical. Pour vous donner un exemple, n'étant pas moi-même médecin, je n'ai absolument pas accès aux données de la plateforme. Ce qui est assez antinomique lorsqu'on développe un outil, mais c'est comme ça. Je n'ai pas accès aux données qui y sont. Et la CNIL, qui est l'autorité qui contrôle, accompagne et sanctionne, et qui est extrêmement rigoureuse. Donc, nous, on a commencé à avancer en étant ce qu'on appelle HDS. Donc, un hébergement HDS, c'est un hébergement de données de santé. C'est un coffre-fort sur lequel les données de santé ont le droit d'être déposées. C'est obligatoire à partir du moment où on a des données de santé.
Donc nous, on a fait une démarche qui est qu'on souhaitait être souverain. Donc on a été effectivement chez OVH Cloud pour obtenir cette certification hébergement de données de santé, ce qui donne un cadre de sécurité à l'ensemble des données qui sont dessus. Et l'avantage, c'est que l'hébergeur n'a aucunement droit d'utiliser ou de réutiliser l'ensemble de ces données. Donc véritablement, HDS, c'est obligatoire pour toute utilisation, quelle qu'elle soit, ou stockage de données de santé. Magix, aujourd'hui, est certifié HDS grâce à OVH. Ensuite, vous avez l'entrepôt de données de santé. L'entrepôt de données de santé, c'est encore un step plus compliqué. Non pas uniquement parce qu'il faut l'avoir, mais ça nous oblige à avoir beaucoup plus d'autorisation, beaucoup plus de contraintes, mais au moins ça permet de s'assurer qu'on va pouvoir structurer et effectivement utiliser la base grâce à cela. La base de données, l'entrepôt de données de santé, c'est une autorisation qu'on fait auprès de la CNIL. C'est un dossier qui est long et complexe. Aujourd'hui, Magix a déjà déposé son dossier pour être avec la CNIL. La manière dont ça se passe, c'est qu'ils ont 4 mois pour vous répondre. Ils vous répondent à chaque fois. Et généralement, ils vont vous répondre à mi-chemin pour vous dire « OK, mais il va falloir faire quelques modifications. » Et au bout des 4 mois, ils vous déclarent EDS. Et vous êtes contrôlé tout au long du process. Enfin, l'objectif, il est de cloisonner les données. On ne veut pas que les données non pseudonymisées soient partagées. Donc lorsqu'un utilisateur va sur la plateforme Magix, ces données vont être cloisonnées à cet utilisateur et les données ne vont pas être interconnectées. Et ça, c'est pour garantir effectivement d'éviter effectivement le mélange des unes et des autres. Derrière, on a effectivement la pseudonymisation. Donc, on va enlever certains critères qui font que le patient ne va pas être identifiable. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on travaille principalement sur les médecines chroniques, les maladies chroniques, plutôt que des maladies rares, parce qu'il est toujours plus simple de les identifier. Nous, notre objectif, il est véritablement d'avoir cette pseudonymisation. Et je vais vous donner une petite définition entre la pseudonymisation et l'anonymisation, parce que c'est assez important. L'anonymisation, il y a une rupture totale avec la source des données. Nous, on a fait le choix, qui est toujours encore plus contraignant, d'aller vers la pseudonymisation pour la simple et bonne raison qu'on veut garantir l'origine des données. Donc s'assurer qu'elles viennent bien d'un médecin ou d'un centre hospitalier, et donc de s'assurer de la qualité de la donnée. Enfin, il y a des accès tracés, donc ça, on est en mesure de savoir qui fait quoi pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus. Et enfin, nous, on laisse les données à l'hôpital. On laisse les données chez les médecins ou dans vos systèmes. On n'en fait qu'une seule lecture simple et on va aller chercher ces 48 dimensions donc pour le rachis et effectivement pouvoir remplir les informations dans la plateforme Magix. Donc chaque maillon est encadré par un contrat. Vous avez indirectement le document que vous faites signer à vos patients lorsqu'ils viennent chez vous. On a également l'établissement qui, lui, est responsable et qui décide. Nous, Magix, on a uniquement la lecture seule et on a des contrats d'échange de données, d'informations avec les établissements ou les médecins. Et OVH Cloud, qui a un contrat avec Magix et sur lequel ils n'ont pas la possibilité de faire quoi que ce soit, mis à part stocker nos données. Donc, on a constitué Magix avec cette base réglementaire. Ça a été le premier chantier qu'on a mis en place parce que ce n'est pas une option. On est obligé effectivement d'avoir un certain nombre de choses, typiquement l'analyse d'impact sur les données qui a été réalisée par Magix. Il fallait qu'on soit sûr d'avoir la confiance de nos partenaires et surtout d'éviter d'avoir des problèmes par la suite, de fuite de données, etc. Donc aujourd'hui, on a une infrastructure souveraine, c'est-à-dire que nos données sont stockées en France dans des serveurs spécialisés donc, pour les hébergements de données de santé. On est en train de devenir nous-mêmes entrepôt de données de santé pour véritablement sécuriser et avoir le plus haut niveau d'exigence dans la gestion de la donnée. Pardon. Et surtout, on fait des contrats de sous-traitance avec l'ensemble des médecins et des établissements qui en ont effectivement la charge.
Et on est accompagné par des experts, des DPO, qui vont nous accompagner sur la partie RGPD et également sur tous les sujets liés à la protection des données. C'est un prérequis aujourd'hui pour pouvoir travailler avec ce type de données. Donc techniquement, on est au même niveau d'exigence qu'un hôpital public ou privé, et souvent on est encore plus sécuritaire, plus protégé que ces établissements-là. Donc à retenir, c'est la donnée identifiante reste dans le soin, c'est-à-dire que c'est l'établissement qui décide ce qu'il va effectivement faire avec nous. La réutilisation des données se fait uniquement de manière pseudonymisée. Donc chaque médecin garde sa patientèle visible, mais derrière, les données vont être pseudonymisées. Enfin, vous avez les 3 garde-fous, donc les hébergements de données de santé, les EDS pour la réutilisation, et enfin le cloisonnement et la séparation pour éviter effectivement tout mélange. Donc nous, la conformité, elle a été intégrée dès le début dans la conception de notre outil. C'est comme ça qu'on fonctionne, et ça nous permet aujourd'hui d'être effectivement au plus haut niveau d'exigence. Voilà, donc je vais laisser la parole au docteur Giorgi. Et si vous avez des questions, on y répondra tout à l'heure. Merci Augustin pour cette brillante présentation très complète. Donc, avec un outil comme Magix, il y a de très très nombreux cas d'usage, des champs d'application à l'utilisation des données. Et nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse beaucoup à l'SFCR, c'est l'accélération de la recherche clinique et de l'état de connaissance collective qu'un outil comme celui-ci peut permettre de faire. Donc, historiquement, voilà comment est-ce qu'on fait des études en chirurgie du rachis. On peut avoir des projets unicentriques de 1 ou plusieurs chirurgiens même, au sein d'une même structure. Des fois, des structures s'entendent à plusieurs. Ils se disent, voilà, on a une façon de travailler qui est commune, on va essayer de faire des études, des travaux communs, et on met en commun nos données. Et on a quelque chose qui est assez rare en Europe, très franco-français, c'est que notre société savante commande à l'avance des travaux scientifiques avec une visibilité à plusieurs années, et des porteurs de projets, donc des centres de chirurgie, peuvent postuler pour effectivement partager leurs données dans ce cadre-là. Donc ça, c'est les 3 grandes méthodologies un petit peu historiques de faire de la recherche. En fait, il y a des grandes barrières en fait, techniques à l'entrée pour mener à bien ce type d'études quand on travaille de cette manière. C'est est-ce que notre question en fait, est-elle réellement pertinente? Est-ce qu'on va mettre en place des leviers financiers, des recherches cliniques sur une question scientifique? Parce qu'à la fin, est-ce que vraiment elle va être valorisable? Donc ça, c'est déjà une grande question. Le schéma de l'étude, est-ce que c'est rétrospectif? Est-ce que c'est prospectif? La population cible, combien il me faut de patients? Est-ce que j'en aurai assez pour démontrer ce que je veux démontrer dans mon travail scientifique? Est-ce que je prends plusieurs chirurgiens, plusieurs centres, combien de personnes vont s'engager à le faire? Quels sont les moyens et qui paye? Tout ça aujourd'hui, c'est des barrières à la réalisation d'un travail constructif et pertinent. La méthodologie rétrospective, on le sait tous, c'est qu'on est entre copains, on discute, moi j'ai un domaine d'intérêt, c'est sûr, on va faire un travail, j'ai 200 patients. Voilà, on a tous 200 patients, donc on en a 1000. Et en fait, à la fin, ça se termine en 10 exploitables. Et ça, c'est l'écart entre ce que l'on croit avoir et ce qui est réellement utilisable. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous dites, bah moi, je fais des hernies discales, j'en ai opéré 200 l'année dernière. Comment vous les retrouvez, vos patients? Est-ce que vous avez un outil qui vous permet de retourner dans le passé, dans l'existant, et de sortir ces patients de manière automatisée? Donc, qui le fait? C'est pas vous, c'est pas votre secrétaire. Et payer un arc pour juste constituer une cohorte, c'est pas possible. Quels sont les outils qui le font? Aujourd'hui, il y en a peu à notre connaissance. Alors, le lecteur manuel est exclu. Quand on veut relire des milliers de dossiers, ce n'est pas possible. Et surtout, quelle est la qualité de la donnée qu'on va extraire, même si on bénéficie d'un arc? Quel est le taux de précision quand un arc travaille sur 10 000 dossiers? La méthodologie prospective, l'écueil, c'est on se met autour d'une table et dans 4 ans, on va produire un travail scientifique. On met 10 centres. À 10, c'est sûr, dans 2 ans, on a 800 patients, on se donne 2 ans de recul, on va avoir une série énorme. En fait, au bout de 4 ans, qu'est-ce qui se passe? On a 100 à peu près exploitables. Pourquoi? Parce que c'est compliqué d'inclure au quotidien. Vous le faites au fil de la consultation, c'est pas possible. Au bout d'un moment, vous arrêtez. Ça modifie votre pratique. C'est que le patient, quand vous l'intègrez dans une étude, il sort potentiellement de votre schéma de suivi actuel. C'est que vous avez peut-être des rendez-vous post-op à 3 mois, il y en a que c'est à 6 semaines, il y en a c'est à 6 mois. Et donc finalement, vous avez des perdus de vue parce que les patients ne viennent pas aux échéances auxquelles vous souhaitez vraiment les suivre pour votre travail. Et surtout, l'écueil principal, c'est que votre CRF, souvent, il est figé. C'est-à-dire que vous allez définir un cahier des charges avec des dimensions que vous allez vouloir extraire. Et si en cours d'étude, vous vous dites, mince, en fait, ça manque, vous n'allez pas repasser manuellement à la moulinette tous vos patients que vous suivez dès le départ. Et même souvent, vous n'avez pas la donnée parce que si vous ne l'avez pas recueilli prospectivement, vous ne pouvez pas aller chercher après. Donc,
Aujourd'hui, pour répondre à ces barrières, la structuration automatique de données de vie réelle, ça fait partie des clés qu'on peut nous apporter pour répondre à ces problématiques. C'est qu'aujourd'hui, avec notre outil, vous pouvez retrouver vos patients en temps réel dans votre base de données en interrogeant en langage naturel. Par exemple, Magix, trouve-moi dans ma base de données mes patients de 50 ans, fumeurs, que j'ai opérés en L5S1 gauche il y a 2 ans. On vous sort la liste des patients en instantané. On ne change pas votre pratique. En gros, on ne vous demande pas de changer d'outil, de logiciel, vous faites votre compte rendu, vous faites tout comme d'habitude, le transfert est automatisé, l'analyse aussi, vous n'avez pas à modifier vos pratiques. Ça, c'est très important, c'est ce qui fait qu'en fait, le volume de patients à inclure va être énorme, puisque vous ne changez rien à ce que vous faites. L'analyse, elle est instantanée, puisque le transfert de vos données à Magix se fait de façon automatique grâce à des systèmes qu'on va vous présenter, et le logiciel travaille en direct et vous restitue l'analyse des données étudiées. La donnée elle est évolutive, c'est-à-dire que si finalement vous vous rendez compte que sur votre cohorte de 600 patients, au bout de 6 mois, il vous manque une donnée, vous n'avez pas prévu de l'étudier, on reprogramme l'IA, on refait passer vos 600 dossiers dans l'IA et vous avez l'extraction de la donnée manquante sans avoir à tout reprendre manuellement. Vous avez moins d'intervention humaine, pour ne pas dire plus d'intervention humaine, plus de double saisie, plus de relecture, vous oubliez les nuits que vous avez passées à remplir des tableurs à la main en reprenant vos dossiers, tout ça c'est terminé. Et c'est une grande force, c'est que chacun pourra valoriser sa pratique. Aujourd'hui, la recherche clinique, elle est dédiée aux gens qui ont du temps ou de l'argent et qui ont des arcs. Et demain, en fait, chaque chirurgien, même seul dans sa clinique, même seul dans son cabinet, pourra valoriser sa pratique et la partager avec ses confrères. Donc, les promesses, parce qu'on a des réponses, mais aujourd'hui, est-ce que vraiment on va les tenir? Ce que ça rend possible à très long terme, c'est de l'analyse de très grands volumes de données et surtout ça va refléter la pratique quotidienne. Parce que quand on fait une étude, finalement, on se pose souvent des questions compliquées mais qui ne reflètent pas 90% des cas qu'on rencontre en consultation au quotidien. Ça va être rapide et peu coûteux puisque la faisabilité de l'étude et l'intérêt scientifique va être étudiée en amont par justement des mini-cohortes qu'on va pouvoir extraire et voir ce qui est pertinent à étudier dans celle-ci. On va également pouvoir faire de l'épidémiologie à très grande échelle et avoir une visibilité territoriale, voire continentale. Ensuite, on va pouvoir identifier beaucoup plus facilement des cohortes rétrospectivement, savoir où sont mes patients d'il y a 5 ans, comment je peux récupérer mes dossiers et m'y retrouver. On va probablement aussi mettre en évidence des manques thérapeutiques qui aujourd'hui ne sont pas visibles, c'est qu'on va se rendre compte qu'il va y avoir des résultats qui vont nous ouvrir à d'autres possibilités de réflexion scientifique. Et surtout, la constitution d'une base de données à grande échelle de qualité est un prérequis indispensable à la promesse de la prédiction diagnostique ou thérapeutique. S'il n'y en a pas des bases de données de grande importance et de grande qualité, les échantillons sont trop petits pour pouvoir faire de la prédiction à très grande échelle. En quoi ça va accélérer finalement la recherche clinique, c'est qu'on va pouvoir analyser la faisabilité en amont d'une étude. C'est qu'on va se dire, est-ce que ma question est pertinente? J'extrais automatiquement un petit échantillon. Et si c'est pertinent, les résultats potentiellement, là, je mets des moyens humains dessus pour aller chercher vraiment ce qui est valorisable. Les ressources humaines, du coup, deviennent ciblées. L'attaché de recherche clinique fait finalement son travail, il ne fait plus de double saisie, il va aller vraiment chercher la valeur forte dans les dossiers de tes patients. Ça va amener à pouvoir créer des groupes contrôle externes, c'est vous allez demander peut-être ce qu'on appelle des jumeaux numériques pour, face à une thérapeutique, avoir un groupe contrôle que vous n'aurez pas vous-même à recruter. Vous pourrez vous baser sur des groupes de patients dans la base de données pour comparer votre thérapeutique. Donc la quantité de patients à enrôler dans une étude va être moins grande de fait. La population cible, vous allez la repérer beaucoup plus rapidement grâce à l'interface de Magix. Toujours pareil, les besoins non comblés et la prédiction, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, Augustin vous l'a très très bien démontré, il faut des garde-fous très clairement dans la recherche sur les données de vie réelle pour qu'on ait des données de qualité certifiées avec une provenance certifiée dans le respect de l'éthique et de la sécurité des données de nos patients. Et ces 4 prérequis amèneront très logiquement à une adhésion large de la communauté médicale si tous ces garde-fous sont respectés, bien évidemment. Je vous remercie. Merci Adrien. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que nous on fait chez Magix pour pouvoir être en mesure de venir automatiser et ingérer les différents dossiers patients que vous nous envoyez. Donc en fait, la première étape, c'est de se dire, en fait, on sait que les modèles d'aujourd'hui sont de plus en plus intelligents, des modèles comme ChatGPT ou des modèles comme Gemini sont mis à disposition. Donc en fait, on va juste prendre l'approche dite naïve, donc on va utiliser ces modèles-là. On va leur donner ce qu'on appelle un prompt. Donc un prompt, c'est littéralement, c'est de l'anglicisme pour dire en fait c'est
l'instruction textuelle qu'on va donner au modèle pour l'aider, pour lui donner du contexte, pour l'aider à répondre à notre recherche demandée. Et en fait, on va littéralement lui donner, alors soit n'importe quelle donnée brute, lui donner et on va lui demander de nous extraire un peu les différentes dimensions que l'on souhaite. Et en fait, cette approche-là, même si elle est naïve, on le sait, les modèles sont plus intelligents, ça marche, sauf que, évidemment, c'est bien pour une preuve de concept. Quand on souhaite commencer à mettre en production ou à industrialiser, c'est là qu'on va heurter certaines barrières. La première, c'est que en fait, les modèles de type ChatGPT ou Gemini, ce qu'on appelle des LLM, c'est aussi un anglicisme pour dire Large Language Model, ce sont des modèles de type génératif, donc ce sont des modèles qui ont été entraînés pour toute question donnée, à répondre obligatoirement. Donc en fait, ce sont des modèles qui sont très souvent sujets à des hallucinations parce qu'en fait, ils n'aiment pas laisser des cases vides et donc ils vont toujours essayer de répondre à ce que vous demandez et ça provoque donc des hallucinations qui, dans notre cas en l'occurrence, sont assez problématiques parce qu'on ne peut pas commencer à générer de la réponse qui est fausse et donc non utilisable et préjudiciable. L'autre problème aussi, c'est que ces modèles-là, donc à nouveau, par exemple OpenAI et Gemini et tout, sont des sociétés privées, externes, souvent basées aux États-Unis. Et en fait, à chaque fois que l'on les interroge, en fait, on envoie des données qui peuvent souvent être sensibles vers ces serveurs-là. Et donc, même si parfois il y a des promesses que ces données-là ne seront pas servies à l'entraînement, on n'est toujours pas à l'abri qu'en fait, il y ait une fuite de données. Et donc, les données personnelles des patients ont été utilisés pour entraîner ces modèles à devenir plus intelligents. L'autre point qui peut paraître un peu anodin, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on utilise ces modèles-là, le coût peut paraître négligeable, mais plus on va vouloir interroger ces modèles-là, plus en fait, on a comme une croissance linéaire de nombre de patients fois le nombre de fois qu'on interroge de manière itérative, et donc très vite, on peut se retrouver avec une facture relativement intéressante en fin de mois par rapport à ces systèmes-là. Et l'autre point qui est important, c'est en fait, comment est-ce qu'on fait pour automatiser, parce que là, on a vu qu'on pouvait donner sa patientèle une fois à ce système qui va venir créer l'agrégation et donc ingérer, mais comment est-ce qu'on fait quand un patient revient, donc il a un nouveau document, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il faut comme repasser l'ensemble de sa patientèle et pour renouveau créer de l'agrégation et recréer de l'information qui est donc pertinente. Donc on voit qu'en fait, cette méthodologie, certes naïve, peut amener à des résultats, mais a du mal à scaler. Donc c'est pour ça que chez Magix, on a adopté une méthodologie qui est un peu plus différente. Donc la première, c'est qu'on va tout d'abord créer ce qu'on appelle un laboratoire pour avoir une certaine fiabilité clinique. Donc en fait, un laboratoire, c'est qu'en fait, on va demander à des experts de venir sélectionner une cohorte de patients précise et de nous donner en fait sur une base de dimension quelle est la vérité terrain que le modèle doit trouver pour ces patients-là. Ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'une fois qu'on a défini cette cohorte-là et ce jeu de données labellisées, que souvent on appelle Golden Dataset, c'est qu'en fait, on va venir créer des benchmarks où le modèle va essayer de trouver la bonne réponse et en fait, les experts vont pouvoir, depuis la plateforme, corriger, annoter et donner des informations à notre algorithme pour que justement celui-ci en fait s'auto-corrige et devienne meilleur dans son apprentissage. Et en fait, nous, ça nous permet avec ça de créer littéralement des benchmarks de score et d'évolution. Et donc, comme ça nous permet de savoir en fait si la version A par rapport à la version B donne des meilleurs résultats ou non dans l'extraction des données renseignées. L'autre point qui est aussi important, c'est que oui, on est chez OVH et donc il y a une certaine souveraineté des données, mais en fait, on a un très bon contrôle des coûts parce qu'en fait, nous, on utilise des modèles qui sont mis à disposition de la communauté, donc ce qu'on appelle des modèles open source. Et en fait, les coûts ne sont pas en fait ceux à chaque fois qu'on fait un appel ou une requête API. En fait, nos coûts, ce sont simplement des coûts d'infrastructure. Donc, c'est-à-dire que nous, on met en fait des serveurs à disposition avec des GPU qui peuvent utiliser ces modèles-là. Et donc, en fait, c'est des coûts extrêmement contrôlés parce qu'en fait, qu'on utilise ou pas ce modèle-là, en fait, ce sont des coûts linéaires d'utilisation à l'heure. Et donc, ça nous permet d'avoir une meilleure gestion des contrôles et donc de scaler plus facilement dans notre ingestion et automatisation des données.
L'autre point qui est important, c'est que en fait, nous, on travaille par vertical, donc c'est-à-dire que ce sont des modèles où on essaie de les transformer en... le parallèle est assez bien fait avec vous, mais en fait, c'est comme si vous sortiez de l'école en étant médecin généraliste. Et donc là, en fait, on essaie de les spécialiser de généraliste à médecin spécialiste. Donc par exemple, spécialiste du rachis. Donc on aura vraiment un modèle dédié au rachis qui va servir à faire de l'extraction de données pour cette spécialité. Et donc on peut imaginer qu'on aurait le même modèle pour le cardiaque, pour le prénatal et ainsi de suite, qui lui aura été entraîné selon ces différentes dimensions ou paramètres. Et l'autre point que j'avais aussi mentionné, c'est que en fait, nous, on fait une phase de nettoyage de la donnée. Donc, on sait que la donnée, ça peut être des PDF, des docx, des CSV. Et donc, on a une première passe où, en fait, on vient pré-traiter et pré-processer la donnée pour enlever un maximum de bruit qui pourrait, en fait, qui pourrait détériorer la qualité de l'extraction. Donc voilà, c'est un peu comme ça que on utilise des modèles disponibles sur le marché, on utilise énormément le laboratoire et on utilise aussi l'expérience et la connaissance des médecins experts pour justement être en mesure d'obtenir des résultats d'extraction le plus fiables possible. Puis je vais juste vous présenter un peu à quoi ressemble la plateforme et comment est-ce qu'un médecin peut l'utiliser. Donc là, on imagine que le médecin arrive sur un de ses dossiers patient. Donc là, en fait, on a les différentes valeurs qui ont été extraites. Et en fait, il a la possibilité... Hop, c'est ici. Non. En fait, ici, ce qu'il a la possibilité, c'est de venir éditer ou non le champ qui a été trouvé, de le corriger. Il peut aussi également voir les différents documents qui ont servi à générer l'extraction pour justement affirmer ou infirmer ce qui a été décrit. Et en fait, par exemple, il pourrait très bien dire, OK, ce patient-là, en fait, présente une pathologie extrêmement intéressante. Je vais l'ajouter à un jeu de données et ensuite remplir son jeu de données-là sur une pathologie très intéressante et commencer à créer un modèle qui peut apprendre à ce niveau-là. Et donc, juste, je vais terminer avec ça. Donc, ça ressemble un peu à ça dans ce que nous, on appelle le laboratoire. Donc, en fait, ça, c'est la sortie qui est attendue, qui a été labellisée et annotée par le médecin. Et ici, c'est la sortie qui a été trouvée par nos algorithmes. Et en fait, grâce à ça, ça nous permet de définir des métriques d'évaluation, que ce soit la précision, quel est le taux de faux positif, quel est le taux de faux négatif, et ainsi pouvoir s'auto-évaluer, se benchmarker et faire évoluer nos différents algorithmes. Maintenant, je passe la parole au docteur Georgie. Oui, donc on ne l'avait pas présenté au début, mais François, c'est notre CTO, directeur technique, et comme vous avez pu le voir, qui est très brillant et qui ont travaillé avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va vous présenter le résultat d'une étude qu'on a menée ces derniers mois. C'est pour valider finalement notre process, et on a comparé en fait Magix à l'humain, et à deux humains, à l'arc et au chirurgien. Donc, on a posé la même question à Magix et à un arc. On lui a dit, on voudrait que parmi notre base de données complète, patients opérés non opérés, constituée entre janvier 2023 et août 2024, sur un seul centre, de nous trouver une cohorte de patients qui ont été opérés d'une disectomie lombaire en technique monoportale et de nous extraire 18 dimensions. Donc, c'est les paramètres qui sont l'âge, le sexe, le poids, la taille, l'IMC, des choses assez classiques avec des scores fonctionnels. Donc, une requête relativement simple avec peu de dimensions, mais qui reflète quand même souvent ce qu'on veut faire quand on fait une étude clinique sur une cohorte rétrospective. Donc, sur la période d'inclusion, il y avait 9090 dossiers à revoir. Pour l'ARC, on a dû lui faciliter la tâche, parce que vous imaginez bien que s'il avait dû revoir 9090 dossiers depuis janvier 2025, il y serait encore. En fait, on n'aurait pas eu les résultats. Donc, on a facilité la tâche à l'ARC en lui donnant les cahiers de bloc, les plannings opératoires, des espèces d'extraction de patients, et donc on lui a mâché le travail en lui disant voilà à peu près la population cible. Magix, on l'a prompté, donc on lui a donné des instructions, on lui a donné aucune aide, on lui a donné les 9090 dossiers bruts, et on a fait un prompting collaboratif avec donc François et les chirurgiens pour finalement guider la requête. Et le contrôle final, c'est que les chirurgiens revoyaient les valeurs extraites par l'ARC pour constituer le dataset de référence. C'est qu'en fait, on a comparé Magix à une double révision humaine, l'ARC puis les chirurgiens. Le résultat, il est relativement sans appel. C'est que Magix identifie plus de patients avec moins d'erreurs. L'ARC, en première sortie, parmi 9000, il a retrouvé 435 patients.
Parmi ces 430 patients, il avait identifié 14 patients qui avaient bien été opérés en endoscopie, mais pour la mauvaise indication. Donc ça, c'est des faux positifs. Magix a fait le même taux d'erreur. C'est que sur les indications opératoires, au niveau actuellement d'apprentissage où on est, c'est encore difficile pour l'IA d'aller discerner vraiment l'indication princeps. En revanche, l'ARC avait oublié 81 patients, c'est qu'il n'a pas vu 18,7% de la population cible qui était contenue dans notre base de données. Donc déjà à ce stade, on avait déjà perdu 20% de notre donnée alors qu'elle existait vraiment. Magix a même retrouvé 26 patients que les chirurgiens eux-mêmes n'avaient pas retrouvés. Donc au total, Magix a inclus 516 patients. On a vérifié si ces patients correspondaient à la population cible, avec quand même les 14 faux positifs. Magix a fait ce travail en 26 heures, c'est-à-dire qu'il a revu les 9000 dossiers et il a extrait les 18 dimensions en 26 heures de travail. Un ARC, s'il avait dû revoir les 9000 dossiers, si on prend un CDI à 35 heures par semaine et qu'on compte 4 minutes par dossier juste pour constituer la cohorte, il aurait mis 4 mois et demi avec un taux d'erreur de près de 20%. Donc aujourd'hui, on constitue a posteriori des cohortes de meilleure qualité dans le sens où on va perdre moins de patients et surtout, ça va remplacer entre guillemets le rôle d'un ARC puisque la plupart d'entre nous n'en ont pas et donc vous pourrez finalement faire ce travail d'archivage a posteriori grâce à l'outil. Ensuite, quand on parle des taux de précision des dimensions extraites, donc ça, c'est le taux de précision de l'ARC corrigé par les chirurgiens. Donc l'ARC, il a quand même un taux d'extraction qui est très bon. Il se trompe quand même rarement. Donc sur les données de base, c'est-à-dire sociodémographiques, sur les scores fonctionnels qui sont des valeurs mathématiques, eh bien, il est bon. Sur la survenue de complications aussi, il est quand même plutôt bon parce qu'il a une compréhension de la pathologie, donc il sait identifier une complication d'une évolution naturelle de la maladie, on va dire, sur une récidive de hernie discale par exemple. Et sur le type d'hernie discale, ça commence à baisser puisque la description est souvent plus hétérogène dans les courriers des chirurgiens. Pour Magix, il y a du très bon à du très mauvais, il faut être très clair. En gros, sur tout ce qui est stable, c'est-à-dire qui est non évolutif dans le temps, avec très peu d'hétérogénéité dans le langage des chirurgiens, comme les scores fonctionnels, les données sociodémographiques, la présence par exemple d'une infiltration préopératoire, là on est plutôt bon, on peut encore travailler, on peut encore s'améliorer, puisque c'est ce qu'on fait au quotidien. Mais on a déjà des taux de précision qui sont bons, puisqu'on peut vous retrouver 80% de ces données-là dans une cohorte de patients que de toute façon vous n'avez pas pu retrouver. Quand on regarde le type de hernie discale, la survenue d'une complication et la durée de la douleur, là on descend drastiquement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur cette dimension-là, il y a encore du travail humain à faire, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir pertinent. Les deux grandes difficultés pour les dimensions qui ont des mauvais taux, en fait, c'est la variation des synonymes. Il y en a qui disent la sciatique d'une certaine manière, il y en a qui vont dire la hernie, est-ce qu'elle est migrée, est-ce qu'elle est exclue, est-ce qu'elle est foraminale, extraforaminale. Et ça, le LMM, aujourd'hui, il a du mal à faire des corrélations de synonymes et c'est pour ça que quand il y a beaucoup de variations de langage, là on est limité dans la qualité des données et surtout c'est la temporalité. Le LMM il a beaucoup de mal à savoir où est-ce qu'il est dans le temps. Mais comme quelqu'un qui revoit un dossier, c'est est-ce que l'opération il y a un an est l'événement présent? Est-ce qu'en fait c'est l'opération de maintenant? Est-ce que c'était une complication? Est-ce que c'est une suite logique? Donc même nous on a du mal entre chirurgiens à se mettre d'accord sur ce qui est une complication, sur ce qui est une évolution naturelle de la maladie et donc la temporalité aujourd'hui, ça reste un sujet pour lequel aussi on travaille. Et donc, aujourd'hui, on pense que la méthodologie future, en fait, elle va être de cette manière-là, pour tendre vers, entre guillemets, la vérité. C'est qu'il va falloir faire ce qu'on appelle un golden dataset. Ce que vous a expliqué François, c'est que c'est une échantillon de patients pour lequel les chirurgiens, en tout cas les experts, donnent la vérité, entre guillemets. On apprend au modèle. Il va nous sortir un tableur Excel. Nous, ensuite, on va comparer les réponses entre le Golden Dataset et l'IA. Et quand il y a des incohérences, un arbitrage, une deuxième fois, entre qui a raison, l'humain ou Magix, parce que comme vous avez vu des fois, c'est Magix qui a raison et ce n'est pas l'humain. Et on refait passer dans la machine jusqu'à avoir un taux de succès, enfin un taux d'extraction compatible avec une utilisation dans le domaine de la santé. Et donc en fait aujourd'hui Magix c'est un remplacement de rien du tout, c'est juste qu'on va remettre l'attaché de recherche clinique et les cliniciens au cœur de leur métier. C'est qu'en fait on va plus passer des heures à s'époumoner sur faire des tableurs Excel, en fait on va juste avoir un outil qui va nous aider à pouvoir cibler les besoins humains sur des questions complexes, la complication, la technique chirurgicale, et tout ce qui est répétitif le laisser à la machine et vraiment libérer l'ARC pour qu'il aille chercher les données pertinentes et donc du temps humain sur les données à forte valeur ajoutée. Et
il faut comprendre que le temps va faire que tout va s'améliorer pour arriver à des taux d'extraction qui seront de plus en plus pertinents. Je vous remercie. Voilà, je vais enchaîner sur un cas d'usage de Magix qu'on aime bien et qui est au cœur de nos préoccupations depuis le départ, qui est l'application de Magix dans l'utilisation et dans la complétion des registres. Alors, on l'a déjà bien vu, mais le besoin de collecter la donnée, en fait, il est partout et en fait, il est issu de plein d'interlocuteurs qu'on rencontre au quotidien. Il est issu de nos sociétés savantes, il est issu de la SFCR, de l'Eurospine et de toutes les sociétés dans toutes les spécialités. Il est aussi issu du cadre réglementaire, des décrets, et puis même de tout l'écosystème, que ce soit dans nos structures de soins, que ce soit la HAS ou nos partenaires industriels. Tout le monde a besoin de collecter la donnée, tout le monde a besoin d'avoir des données sans trou dans la raquette. Donc, un registre, dans le sens général, c'est en fait collecter la donnée et bien la ranger. Et ce n'est pas une contrainte, même si jusqu'à présent c'est comme ça qu'on le vit tous un petit peu. Ça doit être un levier. Ça doit être un levier pour progresser. Ça doit être un levier pour nous, déjà en tant que chirurgiens, progresser dans notre pratique, savoir où on en est. Si on est en train d'apprendre une nouvelle technique, monitorer notre courbe d'apprentissage, connaître nos taux de complications et connaître le succès de nos chirurgies. C'est une façon d'être crédible aussi dans notre spécialité face aux différents interlocuteurs qu'on peut avoir quand on veut faire valider des protocoles. C'est une façon aussi de nous alerter sur ce qui ne va pas, puisque on peut détecter des petits événements en étant plus nombreux. Et puis voilà, de se fédérer tous ensemble, surtout dans des spécialités comme la nôtre, qui sont partagées par différentes surspécialités. Et puis de se donner aussi une vision à une échelle un petit peu plus nationale, voire continentale, que simplement nos organisations quotidiennes. Enfin, évidemment, ça nous permet derrière d'accéder à des publications et à des travaux de plus grande qualité, avec plus de puissance. Le problème du registre, la bête noire qu'on a identifiée, tout le monde, c'est la double saisie. Voilà, c'est le temps nécessaire, c'est la fatigue et c'est l'erreur que la double saisie entraîne. Et donc c'est le frein numéro 1 à la création de tout registre clinique. Donc c'était ça l'ADN de Magix, c'est 0 clic, 0 double saisie, que de l'automatisation. En 2023, c'était fin 2023, la SFCA se posait la question du coup d'intégrer les données de la chirurgie du rachis au sein d'un registre. Donc il y a toujours des discussions en cours là-dessus. Il y avait une petite étude faite du coup sur les pratiques déjà des utilisateurs en chirurgie du rachis. On connaît tous Keops qui a beaucoup été utilisé et puis l'énorme apport que cela a permis de faire sur les différents travaux, mais aussi les petites limites avec des extractions qui étaient souvent difficiles, des tableaux Excel pas toujours de très bonne qualité. Et puis après, les logiciels métiers, on en a cité 2, mais évidemment la liste est loin d'être exhaustive, qui permettent de collecter déjà de manière, on va dire, semi-automatisée certaines données. Et puis aujourd'hui, le registre Spine Tango aussi, qui est le registre de l'Eurospine, qu'on va décrire un tout petit peu plus loin. Dans ce sondage, en fait, on voyait un petit peu les attentes qu'avaient les chirurgiens du rachis quant à la création d'un registre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on est déjà tous quand même assez rigoureux. On est une grande majorité à collecter des prompts quasiment en routine. C'est encore un petit peu compliqué de l'automatiser. C'est souvent encore sur des formats papier. Et puis cette information, cette donnée, elle est fragmentée, elle est dans plein d'endroits différents, elle est dans plein de logiciels différents. Moi j'aimais beaucoup la question 9 qui en fait demandait aux utilisateurs qu'est-ce qu'ils attendaient d'un registre, et en fait on s'est basé là-dessus pour dresser le cahier des charges de Magix, c'est-à-dire en fait pouvoir s'évaluer, pouvoir se comparer, pouvoir accéder à des données épidémiologiques et puis pouvoir élargir un petit peu sa connaissance et savoir où on en est soi-même. Aujourd'hui, il y a le registre de l'Eurospine, qui est Spine Tango, qui regroupe plus de 160 000 procédures dans 30 pays, qui a déjà contribué à la publication de 86 articles. Donc, c'est un gros registre. Il y a beaucoup de données. L'idée, et c'est ça qu'on a commencé à développer avec eux, c'est de créer un partenariat entre Spine Tango et Magix. Ça fait 2 ans qu'on y travaille. Et l'idée, c'est qu'en fait, l'alimentation de ce registre-là en particulier, et d'autres plus tard, soit totalement automatisée, 0 clic.
tout le monde envoie ses données dans Spine Tango et permet ainsi donc de créer des registres de bonne qualité et sans perte de données. Ça permet aussi de rendre ces registres plus intéressants avec des patients de vie réelle, des hernies discales, des patients qu'on opère au quotidien et d'accès à des informations qu'aujourd'hui on a du mal à monitorer. Magix, du coup, s'est déployé sur déjà plusieurs langues de manière à pouvoir commencer à répondre à cette problématique de la collecte de données à l'international. Le registre, c'est aussi une façon d'élargir un petit peu l'application de Magix à d'autres spécialités parce qu'en fait, quand on a réussi à créer la complétion automatique d'un registre via Magix, en remplir un autre dans une autre spécialité, on ne repart pas de zéro. Il y a certaines dimensions qui sont un socle commun, qui sont des dimensions sociodémographiques, des choses qui sont similaires dans d'autres spécialités. Pour élargir un petit peu du rachis, on passe facilement vers des spécialités comme l'orthopédie où les préoccupations restent globalement les mêmes. C'est le traitement fonctionnel, c'est savoir monitorer une douleur, c'est savoir monitorer l'efficacité d'un traitement sur une douleur. Donc il y a une logique commune. Et puis on s'est rendu compte en commençant à regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres spécialités que il y avait des spécialités qui étaient des bons élèves, où il y avait déjà des registres, déjà des données un petit peu structurées dans les dossiers médicaux, et que c'était plus facile finalement dans d'autres spécialités que la nôtre d'aller organiser l'automatisation de leur recueil. Là, il y a un PHRC qui est en cours à la Timone pour aller structurer des données en prénatal, par exemple. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur les registres. Je vous remercie et je repasse la parole à Augustin. Merci Émeric. Donc maintenant, effectivement, on vous a expliqué un peu les solutions Magix et vous allez me demander, très bien, comment est-ce que vous arrivez à vivre. Donc nous, on a effectivement un business model qui est un abonnement SaaS donc ça, c'est un abonnement récurrent pour notamment les instituts hospitaliers, les cliniques, sur lequel on vend un accès et sur lequel les médecins vont pouvoir ingérer leurs données et être en mesure effectivement de faire leur cohorte. Derrière, on va avoir aussi donc, les industriels de la santé qui ont besoin de données en vie réelle. Et donc dans ces cas-là, on sera en mesure de leur fournir beaucoup plus vite des cohortes de données pseudonymisées sur lesquelles, au lieu d'attendre effectivement un certain nombre de mois, ils pourront les avoir de manière immédiate et être en mesure derrière de mettre beaucoup plus tôt leurs produits du coup, sur le marché grâce au marquage CE qu'ils auront eu avant. On a aujourd'hui également été sollicité par d'autres typologies de médecine, donc notamment le cardiaque, sur lequel on a signé une LOI, un partenariat avec un hôpital français. On a également, donc, comme Émeric le disait, tout le sujet prénatal et fœtal qui est effectivement ce PHRC de la Timone et également le vasculaire. Et on est en train de parler pour déployer effectivement la solution là-dessus. J'en reviens en disant ça sera toujours cloisonné. Le rachis aura des données du rachis, le vasculaire du vasculaire et on ne mélangera pas effectivement les données. On a aujourd'hui une croissance donc, qui est assez exponentielle, on est en pleine accélération de déploiement et effectivement avec énormément d'ambition et surtout on répond à un besoin absolument réel. Aujourd'hui, on a intégré dans notre programme Early User 26 chirurgiens partenaires qui ont été sélectionnés sur 80 chirurgiens qui ont demandé. On les a choisis pour différentes choses, mais on voulait vraiment avoir des profils différents, des outils métiers qu'ils utilisaient différents. Donc on a effectivement signé avec eux un contrat de confidentialité, un contrat de partage des données. On a fait 2 kick-offs différents pour leur expliquer le fonctionnement de la plateforme. Ensuite, on a fait des one-to-one, enfin des réunions individuelles, pour faire un onboarding et expliquer précisément aux médecins, voilà, vous avez 3 mois pour vous amuser effectivement avec la donnée. Et aujourd'hui, on a des retours justement sur leurs usages. Est-ce que les 48 dimensions sont suffisantes? En faut-il plus? Moins? Que pense-t-il de la qualité des données? Du fonctionnement aussi de la plateforme? Est-ce que c'est compliqué? Pas compliqué? Donc voilà, donc on travaille là-dessus. Aujourd'hui, on a déjà intégré 10 000 dossiers patients dans Magix, qui représente à peu près 80 000 documents. Et notre objectif, avec à la fin de cette période de Early User, c'est d'arriver à 40 000 dossiers patients dans le rachis.
Aujourd'hui, on a ouvert une opportunité d'investissement, notamment ce qu'on appelle en BSAR, où on va chercher 250 000 euros. On a fait le choix d'aller voir principalement les scientifiques, vous, médecins, et également des industriels qui travaillent dans ce secteur-là. On propose donc des tickets à 10 000 euros. Pour rejoindre l'aventure Magix, qui seront convertis lors de la levée seed, où là on va aller chercher 2,3 millions d'euros et avec un closing qui est prévu effectivement en début janvier 2027. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé de rejoindre l'aventure Magix à un tarif préférentiel, parce que vous avez une décote de 20%, je vous expliquerai ça en aparté, je serais ravi de vous expliquer pour pouvoir rejoindre cette aventure qui n'est qu'au début et qui a énormément d'opportunités de développement. Alors, voilà, pardon. Donc voilà, donc déjà, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez nous poser? Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette conférence. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci beaucoup. Federico Sola de Nice. Donc, j'ai une question technique et puis une autre plus sur l'information, on va dire. Techniquement, vous avez repris un modèle de, comment on appelle ça, large language LLM existant et vous l'avez adapté à vos besoins ou vous avez créé un nouveau modèle? La deuxième question, est-ce que vous proposez de l'extraction de données, mais est-ce que vous proposez aussi un logiciel de suivi des patients ou pas du tout? Voilà. Voilà, donc exactement. Nous, on ne fait pas un suivi on est là uniquement pour collecter et structurer et vous les rendre. On est là uniquement, on est une brique additionnelle à l'ensemble de ces outils. Juste pour le LLM. Donc en fait, pour le LLM, il y a deux types de LLM qui sont disponibles aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle des modèles propriétaires, donc ChatGPT, c'est des modèles boîte noire qu'on ne peut pas, qui sont propriétaires à ces compagnies-là, mais il y a aussi des modèles open source, donc vraiment, par exemple, Google met à disposition des modèles qui peuvent être utilisés en total libre accès, qui peuvent être téléchargés et utilisés. Et en fait, nous, on utilise ces modèles-là pour lesquels on vient après faire un peu pour l'instant, c'est du few shot learning. Donc en fait, on donne une instruction et après, on lui donne des exemples d'utilisation et de comportement. Mais dans le futur, on souhaiterait aussi commencer à faire du fine-tuning de ces modèles disponibles. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. Je vais vulgariser un tout petit peu. En fait, on a les LLM aujourd'hui, donc qui sont le moteur, par exemple, de ChatGPT. Ils vont appeler effectivement leur serveur. D'accord ? Donc c'est le moteur, comme le moteur d'une voiture. Ben, nous, on a pris ce modèle LLM qu'on a enfermé dans notre serveur. Donc on utilise juste quelque chose. Il est totalement déconnecté donc de Google ou de n'importe qui. On utilise juste un outil, un petit moteur. Et ce moteur-là, en fait, tourne au sein de notre serveur HDS et il n'appelle et il n'est utilisé que sur notre serveur. Donc il n'y a aucune donnée qui est partagée avec qui que ce soit ailleurs que de notre serveur. Donc même si, par exemple, on peut utiliser un LLM comme celui de Google ou bien celui de Mistral, peu importe, on prend juste l'outil, on l'ingère dans notre serveur et de là, tout va se faire. Et il n'y a aucune communication avec tous ces acteurs-là. C'était plus clair ? Merci. Alors, j'ai une question justement sur la gestion des données après. Donc, j'ai bien compris que c'était protégé tout ça, mais dans le business model, donc, il y a une partie abonnement et il y a aussi une partie que vous avez orientée vers recherche. Mais en fait, il y a quand même des données qui vont être fournies, vendues, j'imagine, à potentiellement des industriels. Ça, alors certes sous forme anonymisée, mais pseudonymisée, mais je sais pas, moi je peux me dire en tant que chirurgien, ça peut me gêner de fournir des données. Alors certes, l'outil est parfait, hein, je n'ai pas de doute là-dessus, mais de fournir des données qui vont être source de transactions derrière dont je ne ferai même pas partie en fait, ni le patient. C'est-à-dire que je trouve que ça pose quand même un petit peu question pour enfin voilà. Je vais vous répondre.
Effectivement, donc, merci beaucoup pour votre question qui est très intéressante. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué. Aujourd'hui, pour les médecins eux-mêmes, la plateforme est gratuite. Donc le deal financier, c'est on vous fournit la possibilité de valoriser, de structurer vos données. Et en contrepartie, nous, pour qu'on puisse faire tourner la plateforme, on a besoin d'avoir des revenus. Et ben, on pseudonymise les informations et on va effectivement les proposer aux différents acteurs qui vont pouvoir faire accélérer la recherche. Ça, c'est la première chose. Dans l'hypothèse où demain, vous me dites, moi, j'adore votre plateforme, j'ai envie de l'utiliser, mais par contre, je ne veux pas partager mes données. Eh bien, dans ces cas-là, il y aura un accès payant pour accéder à la plateforme. Et vous aurez donc cet accès payant sur lequel vous aurez uniquement la visibilité de votre patientèle et vous n'aurez pas accès à la plateforme pseudonymisée et nous ne pseudonymiserons pas vos données. Et donc les groupes de jumeaux numériques dont vous parliez initialement, ils viennent de cette partie de données qui sera, c'est un peu celle de tout le monde, pseudonymisée, c'est ça ? Voilà, c'est exactement ça. Alors déjà, vous pouvez effectivement aller dans la partie pseudonymisée pour trouver ces jumeaux numériques, mais vous pouvez aussi aller voir dans votre propre patientèle, si vous le souhaitez. Oui, merci. Merci beaucoup Alexandre Templier, Skyros. J'ai quelques questions techniques et une question du point de vue de l'activité, notamment avec SpineTango. Les questions techniques, c'est est-ce qu'il y a des radios où vous traitez uniquement du texte? Vous traitez uniquement du texte, en fait. Alors, oui, que du texte. On ne structure que du texte. Ok. D'ailleurs, on se base sur le rapport, le compte-rendu du médecin de la radio. Donc, on ne fait pas de l'analyse d'imagerie. Ouais. On se base que sur du texte. L'imagerie sera pièce jointe au document, mais on n'est pas là pour faire de l'analyse d'imagerie. Ok. Et l'une de nos volontés était qu'on se base sur le médecin qui a son compte-rendu et qui connaît son métier. Aujourd'hui, l'imagerie a une problématique, c'est qu'elle fournit trop d'informations. Ah oui, C'est ça aussi qui nous a aidé à réfléchir aux 48 dimensions en se basant sur différents facteurs, les registres, la recherche, l'expertise de nos chirurgiens. On ne fait pas de lecture d'imagerie pour véritablement ne pas nous envahir de données. Ok. Donc ça veut dire que du coup, ce n'est pas un logiciel de suivi, mais les gens qui vont l'utiliser, notamment pour des exploitations secondaires, vont probablement avoir besoin d'un logiciel de suivi, typiquement. Donc, est-ce que vous anticipez des interopérabilités avec des outils existants? C'était une question d'ailleurs hors technique, c'est SpineTango, ça a été évoqué par Émeric. Vous avez déjà un accord avec eux? Oui. Ok. Et dernière question, plus technique, quand vous avez des informations contradictoires dans les PDF que vous ingérez, comment est-ce que vous gérez cette contradiction? On avait un cas où le chirurgien valide le niveau opéré. Et l'IA ne valide pas du tout, elle dit que c'est l'autre étage. J'ai repris le compte-rendu opératoire, le chirurgien s'était trompé. C'est-à-dire qu'il dit j'opère tel niveau, mais le geste n'est pas fait au bon niveau. Alors, dans la réalité, en fait, c'était le titre qui était mauvais, mais quand il y a de l'incohérence, en fait, c'est pas forcément l'IA qui se trompe. Donc, c'est important de retourner dans le dossier du patient et de voir ce qui s'est passé. Et donc, en fait, c'était un compte-rendu L4, L5 droit, mais l'opération, c'était en L5, S1. Donc, le titre, c'est L4, L5 droit. Donc, l'IA, comme on l'a prompté en disant tu nous trouves les titres de CRO de telle date à telle date, on l'a prompté, il a pris le titre. Et il n'a pas le background technique pour dire bah non, en fait, le chirurgien, il s'est trompé dans son titre, mais l'opération est bien L5, S1. Donc là, l'IA est mise en défaut, et par l'erreur initiale du chirurgien, par exemple. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on arrive à comprendre un peu aussi que nous-mêmes, dans nos pratiques, des fois, il faut quand même, voilà, ça modifie aussi au quotidien notre façon de faire le travail. C'est ça le plus grave dans Magic, c'est on s'est rendu compte que parfois le chirurgien se trompait. Alors, merci pour la présentation. Je suis arrivé un petit peu en retard, donc je ne sais pas si vous avez évoqué ce point. J'ai compris comment ça fonctionne, le modèle à peu près. Adrien, je pense que ça n'est pas de nulle part parce qu'on a des échecs communs, ouais, enfin des expériences communes qui ont certainement dû nourrir le projet. Donc je vois bien
d'où ça vient. Donc, juste une question très pratique. Moi, demain, je veux utiliser le truc. Comment vous allez chercher les données dans mon hôpital? Très bonne question. Donc il y a plusieurs moyens justement de se connecter à Magix. Le premier, c'est aujourd'hui on parle avec les différents éditeurs effectivement de logiciels métiers, sur lequel on va brancher donc ce qu'on appelle un API. C'est un petit tube, virtuel, qui va aller juste lire les informations et qui va les récupérer. Donc ça permet véritablement d'être un pont entre votre outil métier et Magix. Dans l'hypothèse où on a des difficultés à se brancher, parce que l'éditeur de logiciel ne veut pas, ou alors parce que le centre hospitalier... Ça dépend, parce que... Oui, alors ça arrive, mais c'est pour ça qu'on a l'autre solution, qui fonctionne très bien aussi, et qu'on expérimente aussi en ce moment, et d'où ce fameux Early User Badge que l'on fait aujourd'hui pour s'assurer que ça fonctionne. Aujourd'hui, les éditeurs de logiciels ont l'obligation légale d'extraire les données patients à votre demande. Donc nous, on a préparé une toolbox, des lettres déjà préécrites, que vous avez juste besoin des emails d'envoyer à votre éditeur. Il va vous extraire les données dans le format, ça nous est complètement égal quel type de format, PDF, Excel, .json, enfin ce que vous voulez. Et on fait du drag and drop directement dans la plateforme. Comme quand vous mettez une pièce jointe sur votre email. Ben là, vous mettez les fichiers et ça ingère automatiquement. En fait, c'est que clairement, avec les CHU ou les ESPIC, c'est Fort Knox. C'est-à-dire que leur ODS, il ne faut pas toucher, quoi. Voilà. Donc on est en train de réfléchir à... Ouais. Oui, tout à fait. Et donc, c'est là où on arrive en fait à une... C'est là où on arrive à un troisième niveau de discussion de solutions aujourd'hui qu'on réfléchit, c'est ce qu'on appelle une marque grise. C'est-à-dire qu'en fait, l'hôpital, on va vendre une licence Magix sous forme d'abonnement récurrent. Et Magix restera un outil dans le DS du CHU concerné. Donc en fait, aujourd'hui, il y a la discussion, c'est est-ce que les marchés publics vont avoir la capacité financière et le temps de développer un outil concurrent au nôtre qui va fonctionner dans leur ODS. Donc aujourd'hui, quand on discute avec des CHU, ils disent bah non, nous en interne, on sait le faire, donc on n'a pas besoin de vous. Sauf qu'en pratique, ceux qui travaillent au CHU, les retours qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, leurs outils d'IA pour aller interroger leurs ODS, a priori, je dis bien a priori, ne sont pas peut-être aussi pertinents qu'aujourd'hui ce qu'on a réussi à développer. C'est qu'une question de temps, il n'y a pas de discussion, mais c'est dans combien de temps que vous aurez des outils qui pourront interroger vos EDS de qualité. Et c'est là où notre tool, notre outil, on peut le mettre en marque grise, c'est qu'on leur dit voilà, on vous donne juste la techno et vous jouez en interne. Et c'est fini. Et nous, la donnée ne sort pas, c'est vous qui jouez en interne avec Magix, nous on ne regarde pas. Et on met en place une licence. Non, c'est vous qui gérez. Là, dans cette partie-là, c'est vous qui gérez. Tu as ton tech en interne qui gère. Notre outil, on va implémenter au sein de l'hôpital comme une brique. On loue la solution technique, parce que comme on la vend en marque grise, on doit s'assurer aussi que la plateforme fonctionne. Enfin, c'est comme n'importe quel SaaS derrière, et s'assurer qu'elle fonctionne, qu'on fasse les mises à jour, etc. Et donc, du coup, on loue la plateforme effectivement aux différents outils hospitaliers. Il n'y aura pas de pseudonymisation du coup, parce que ça ne sera pas sur la plateforme, ce que je vais appeler la plateforme online de Magix. Ça sera hébergé dans l'hôpital. Comment vous dimensionnez le pricing? C'est quoi les clés? Est-ce que c'est flat? C'est en fonction du nombre de patients? Alors, déjà, l'abonnement SaaS, comme je le disais, pour les médecins qui sont OK pour qu'on pseudonymise leurs données, c'est gratuit. Sur la vente de la pseudonymisation, enfin des données pseudonymisées pour les industriels, ça va être des tokens. Ça va être effectivement selon les besoins de chacun. Donc, on va avoir
un peu un cahier des charges que les industriels vont nous envoyer, et nous on va répondre à ça, et selon le niveau de dimension, le pricing évoluera. Est-ce qu'on a besoin d'une cohorte de 20 000 patients ou de 15 patients sur combien de dimensions, etc. Et pour les centres hospitaliers, pareil, ça va être le nombre d'utilisateurs et la gestion de la donnée. Et lorsqu'on sera effectivement dans les hôpitaux, là, ça sera plutôt un abonnement fixe et flat. Parce que ce n'est pas nous qui allons stocker les données, qui allons les gérer après, c'est eux qui vont faire la chose. Donc nous, on vient juste avec la technologie. Alors, attendez. Ouais, j'en ai là qui... Pardon, j'essaie de prendre dans l'ordre. Merci pour la présentation. J'avais juste une question sur le modèle. Pour savoir, le prompt few shot, est-ce qu'il est figé et après il ne va pas changer dans le temps et ça sera le même pour tous, ou est-ce que le modèle il est évolutif, modulable et personnalisable, c'est-à-dire que quand on va vous donner la data, est-ce que après le modèle il va utiliser cette data pour après se réentraîner, s'affiner et du coup être personnalisé en fonction du centre par exemple, parce que vous l'avez dit, enfin il y a du vocabulaire qui est hyper diversifié ou ce genre de choses. Est-ce que après le modèle il peut se personnaliser en fonction d'un centre par exemple? Merci pour la question. Donc en fait pour le moment donc on n'a pas en fait on a un prompt qui est pour l'instant statique, donc qui est vraiment associé aux variables et aux dimensions qu'on a choisies. Après on n'écarte pas dans le futur qu'en fait les utilisateurs puissent rajouter ou non de nouvelles variables et donc là créer en fait un prompt qui serait lui dynamique et qui va s'adapter à la demande. Donc pour l'instant on est parti sur la solution la plus rapide, c'est un prompt statique qui s'auto-évalue, qui s'auto-améliore. À la suite on fera quelque chose de plus dynamique et plus scalable. Pour compléter, si j'ai bien compris la question, en fait, le prompt il va évoluer pas forcément sur la donnée brute, mais sur la correction que l'utilisateur va faire de l'interprétation de cette donnée. Et c'est ça qui va faire évoluer le prompt et la qualité de la réponse. Ouais, je reviens sur l'imagerie parce qu'on est quand même dans une spécialité où l'analyse de l'imagerie est indispensable dans tous ces travaux scientifiques qu'on veut faire, et que la réponse qui consiste à dire on va analyser les comptes rendus, comme la plupart du temps on dit toujours que les comptes rendus de nos radiologues ils veulent rien dire, ils sont faux, ils n'analysent pas les bonnes informations, enfin c'est ce qu'on dit en général. Les critères qu'on met nous dans nos courriers sont quand même toujours sujets à interprétation, parce qu'on connaît aussi beaucoup on adoucit un peu les choses dans les courriers. Quand le recalibrage n'est pas terrible, on dit qu'il est quand même bon, etc., potentiellement. Donc la solidité de l'information en mots sur de l'analyse d'imagerie, ça reste quand même très, très discutable. Donc est-ce que dans votre modèle de croissance et dans l'avenir, vous envisagez de soit de développer des outils d'analyse, soit de vous associer à des boîtes qui font de l'analyse automatisée de l'imagerie? Oui, tout à fait. Pour l'avenir, il y a plein de choses à envisager. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont commencé à répondre à cette question. En rachis, voilà, quoi, il y a la problématique des différents types d'examens. Est-ce qu'on analyse de l'EOS? Est-ce qu'on analyse de l'IRM? Voilà. Donc ça, aujourd'hui, clairement, il y a des gens qui le font depuis plus longtemps que nous et du coup mieux que nous. Donc est-ce que demain, il y aura des partenariats avec eux? Oui, pourquoi pas, évidemment. Nous, aujourd'hui, effectivement, en fait, ce qu'on analyse, c'est de l'interprétation clinique. Et on n'analyse pas la donnée brute d'une radio, d'une angulation sur une radiographie EOS ou de la taille et du volume d'une hernie discale sur une coupe IRM. On analyse la façon dont le chirurgien effectivement a interprété les choses. Chaque chirurgien, de toute façon, ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les dimensions, va avoir une interprétation qui est subjective et qui lui est propre. Et en fait, c'est la force de Magics, c'est que
si on met tout le monde, on va quand même avoir finalement une idée un petit peu de ce qui se passe en réalité et de qu'est-ce que c'est qu'un bon recalibrage ou un mauvais recalibrage. Oui, je voulais savoir si vous aviez des concurrents sur le marché. Alors, merci pour votre question. Alors, la spécificité de Magix, c'est que nous, on a commencé avec cette philosophie de se dire qu'on allait structurer l'existant. Donc, on va chercher les 5, 10, 15, 20 dernières années. Aujourd'hui, on a cette spécificité à ne pas changer la pratique du médecin. Sur ces deux éléments-là, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de concurrents qui arrivent avec la même méthodologie que nous, on va avoir. Ce qu'on va pouvoir voir, par contre, c'est effectivement des concurrents qui vont être beaucoup plus horizontales. Nous, on arrive avec une verticalité en termes de médecine. Donc aujourd'hui, on a une expertise sur le rachis. On ne va pas chercher toutes les informations d'un DPI ou toutes les informations d'un hôpital. On va y aller par vertical. Et ça, véritablement, c'est aujourd'hui, nous, notre valeur ajoutée par rapport à ces sujets-là. On va avoir, bien évidemment, des solutions qui vont structurer le futur, donc on va trouver dans différents hôpitaux, etc., mais qui vont forcément changer la pratique du médecin parce que, in fine, ce sont principalement des questionnaires ou des endroits où il va falloir remplir des cases, et donc ils vont automatiquement structurer. Mais pour aller chercher l'existant, aujourd'hui, on a trouvé des concurrents qu'on va trouver par exemple en Asie, donc ça on en a. On a d'autres entreprises comme l'IFEN qui eux ont effectivement énormément de data pour les avoir mis sous PDF et qui commencent à faire effectivement des études. Mais sur la partie purement IA, on n'a pas encore vu d'outils aussi puissants que Magix, et pour une raison, c'est que en fait, on a pris le train dès la mise en place sur le marché des LLM. Donc on a été extrêmement rapide parce qu'on était une petite structure, donc beaucoup plus agile, et c'est ce qui nous a permis de prendre énormément d'avance et surtout d'avoir créé un outil qui a été créé par des docteurs pour des docteurs. Et ça a changé effectivement cet aspect. Merci beaucoup. 3 petites questions. Est-ce que les 48 variables en rachis, elles sont disponibles quelque part sur le site web ou ailleurs ? Je vous permettais que je pose les 2 autres questions avant que... Est-ce que vous avez pensé éventuellement à proposer ça à des CRO ? Parce que finalement, 4 jours et demi versus 24 heures, ça peut être des utilisateurs. Je veux dire, ils vont dans les sites, c'est clairement un gain de productivité majeur. Est-ce que c'est des choses que vous avez imaginées ? Donc, je te laisse le micro. Pour les... d'ailleurs, tu vas les présenter. Juste, Alexandre, les CRO, qu'est-ce que tu entends par là? Excuse-moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. D'accord. Évidemment, c'est un client potentiel, clairement. Évidemment. Pour répondre à ta question sur la dimension, donc, on a des dimensions socio-démographiques classiques. Merde. Comment on fait pour mettre le pointeur? On a des dimensions socio-démographiques classiques. On en a parlé un petit peu tout à l'heure concernant la temporalité. On a finalement d'où on part pour faire notre analyse. Moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu changé ma pratique là, depuis que j'utilise Magix, c'est que en fait, on nous a appris quand on était étudiant en médecine
qu'il y avait une pathologie, qu'il y avait des antécédents, qu'il y avait des complications, qu'il y avait des... Voilà. Aujourd'hui, en fait, selon le moment où on va interroger la base de données, un acte chirurgical peut devenir un antécédent. Une complication, si elle est traitée chirurgicalement, peut devenir un acte chirurgical, etc. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais finalement, je digresse un peu. Mais en fait, les événements interviennent de manière linéaire dans une prise en charge. Et selon le moment où on s'interroge à l'histoire du patient, parler d'antécédents, parler de complications, parler d'évolution, ça peut nous enfermer créer des barrières, quoi. Donc, pour revenir aux dimensions, l'acte chirurgical actuel, on a choisi pour le rachis donc, de monitorer la latéralité, les niveaux évidemment, le type de traitements chirurgicaux, les complications chirurgicales, même si vous avez compris que j'aime pas trop ce terme, parce qu'on n'a pas tous la même définition d'une complication. Les antécédents chirurgicaux, pareil, à redéfinir, c'est toute la question de la temporalité, mais le type d'antécédent, les types de matériaux d'ostéosynthèse ou d'arthrodèse utilisés, bilan non chirurgical, donc on a les antécédents médicaux, en fait, hein, toute la fiche du patient classique, les traitements qu'il prend. Je ne sais pas si c'est après, parce que je n'ai pas préparé la diapo là, mais notamment dans les traitements médicaux, la prise ou non de traitements anticoagulants, antiagrégants. Voilà, les diagnostics principaux retrouvés concernant la pathologie pour laquelle on monitore le patient. Statut socio-professionnel, enfin en gros c'est des données statistiques INSEE quoi, plus les données qui sont présentes dans le registre de Spine Tango pour la plupart, notamment celle-ci là, les techniques chirurgicales, comment on a décomprimé, est-ce qu'on a fait une laminectomie, est-ce qu'on a fait une disectomie, les scores cliniques, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est les PROMS classiques en chirurgie rachidienne. Un item là qu'on a commencé à rentrer dans Magic, c'est la durée de la douleur. Et puis après, je suis désolé, c'est un peu dans le désordre. Les techniques chirurgicales, comment on a fusionné, quel type de greffe on a utilisé, quelle technique de stabilisation, est-ce qu'il y a des techniques de préservation de la mobilité. Tout ça, c'est pareil, c'est des items qui sont présents dans le. Enfin, je sais pas, il y en a qui ont déjà utilisé Spine Tango ou pas ici? Non, okay. Non, mais c'est intéressant parce que dans le questionnaire Spine Tango, il y a toutes ces questions-là. Donc voilà, ça permet de structurer un petit peu la façon de recueillir les données. Et puis les données classiques opératoires, voilà, les gestes réalisés. Et il y a les anticoagulants qui sont là. Moi, je le mets dans le traitement médical, mais merci. D'autres questions peut-être? Oui, merci pour la présentation. Vous avez mis en avant le gain de temps potentiel que ça représentait. Juste avec le taux d'erreur actuellement dans la lecture que vous avez mis en avant, les 30% de résultats, est-ce qu'on s'affranchit vraiment du fait de devoir reprendre tous les dossiers actuellement pour on va dire matcher la vérité avec la lecture? Aujourd'hui, il y a peu d'outils qui permettent d'aller chercher dans ta donnée existante. C'est qu'en fait, la problématique aujourd'hui, c'est qu'un chirurgien qui a 20 ans de carrière ou 40 ans, en fait, s'il n'a pas d'outils pour aller mettre en valeur sa donnée, comment il l'exploite? Et donc ça, retourner a posteriori, identifier des cohortes de patients, c'est très répétitif et c'est là où on gagne du temps. Toutes les tâches répétitives, si tu veux, qu'un lycéen ou un étudiant de médecine de première, deuxième année peut faire, ça, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de le faire. Sur des questions compliquées telles que la complication, la récidive, etc., il y a la notion de temporalité, il y a la notion aussi de est-ce que c'est une complication, est-ce que c'est... Voilà, donc tout ça, si tu veux, on est encore obligé de le faire à la main. Et moi, personnellement, je ne suis pas persuadé qu'un jour, on ne pourra plus le faire à la main. Parce que sur des questions compliquées, il faudra toujours que l'humain tranche. Voilà. Donc, on ne dit pas que demain, on ne fera plus rien à la main. Mais aujourd'hui, on a un outil qui permet de déjà s'affranchir de tout ce qui est la double saisie. Et la double saisie, c'est quand même source d'erreur. Au bout d'un moment, on met que c'est une femme alors que c'est un homme. On met score d'Osvestry en fait, dans la colonne du SF12. C'est que ça en fait qui se passe en permanence. Donc, sur la question vraiment des données avec un taux qui est mauvais, on a voulu le mettre aussi en avant, puisque l'idée c'est de dire sur ces dimensions-là, il faudra de l'humain, mais pour le coup, au lieu de passer 10 heures sur le tableur et à la fin de l'étude, tu veux dire finalement c'est quoi les complications, non, tu auras ton tableur et tu vas passer tes 10 heures sur est-ce que c'est une complication, est-ce que c'est un événement lié à un événement antérieur, etc.
C'est là où le temps est recentré, en fait, si tu veux. Moi, je n'y connais pas grand-chose, mais juste une question technique. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un moteur qui est dans une boîte avec les données autour. Le moteur, il a besoin d'être changé, il ne peut pas être touché. Ça implique des choses sur les données, de modifier le moteur. C'est quoi l'évolution de ça? Donc oui, le moteur, en fait, il peut très bien passer d'un V6 à un V8 à un V12. Donc on va faire ça au fur et à mesure en fonction de l'évolution de la technologie et des nouveaux modèles qui sortent au fur et à mesure, en fait. Mais en fait, c'est intéressant parce que oui, ça va modifier, mais c'est pour ça en fait que nous on a le laboratoire avec les jeux de données, et donc on va pouvoir voir en fait si ce changement de moteur induit une régression ou non par rapport aux dimensions qu'on a labellisées. C'est quoi le coût à peu près pour un ordre de grandeur? Pour les 9000 dossiers là. Ok. Parce que sur les 4,5 jours, et donc ça fait combien de l'heure ça à peu près? 60 000 euros. Et 34 euros de l'heure. Ouais, 60 000 euros, 34 euros de l'heure, ça me paraît pas. Ok. D'accord, x 30. Ok, 1000 euros. Vous parliez de l'intérêt de la verticalité pour aller rechercher des données chez un praticien, par exemple, qui aura un historique de 20 ans. Comment vous allez rechercher ces données dans ce système? Est-ce que c'est le système d'exploitation de son cabinet? S'il a des dossiers papier, est-ce que c'est les comptes rendus opératoires? Est-ce qu'il va forcément y avoir des trous dans la raquette parce que vous n'aurez pas nécessairement la réponse à tous les 48 paramètres que vous avez identifiés? Alors oui, vous avez raison. Nous alors déjà, on se branche effectivement aux différents outils des médecins quand on peut. Sinon, c'est via une extraction. Une chose qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'ingère pas de la donnée manuscrite. Nous, c'est uniquement de la donnée, j'ai envie de dire, digitalisée, numérique. Donc, on ingère ça. Sur votre question par rapport à s'il manque des informations, l'un des travaux de Magix, c'est d'éviter ce qu'on appelle les hallucinations. C'est-à-dire que l'IA n'aime pas le vide. L'IA a besoin de combler le vide, et donc lorsque vous allez sur ChatGPT et vous lui demandez une information, il va vous le répondre. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup fait rire. Au tout début de ChatGPT, je me suis amusé à mettre qui est Augustin Missoff. Je suis le seul Augustin Missoff dans toute ma famille depuis l'existence des Missoff. Apparemment, j'étais président du conseil entre 1946 et 1948. Donc voilà, merci beaucoup. Je suis vachement jeune. Et en fait, Magix, nous, on a fait en sorte qu'il n'hallucine pas, il n'aille pas chercher une réponse là où il n'y en a pas. Donc on ingère uniquement les données par dimension où on va avoir la réponse. Et s'il y a des trous dans la raquette, on a le pourcentage de façon de la volumétrie d'informations qui est ingérée, et ce qui permet de toutes les manières d'avoir les bonnes statistiques. Mais derrière, on ne va pas imaginer et dire, tiens, sur cette dimension, est-il fumeur ou non fumeur, comme c'est pas renseigné, on va se dire que vu l'état de son dossier, l'IA va dire, oui, il doit être fumeur. Non, nous, dans ces cas-là, on ne remplit pas. Vous allez analyser, par exemple,
tous les PDF qui sont dans les dossiers médicaux, ou toutes les pièces jointes, ou par exemple, on peut très bien mentionner sur un compte rendu opératoire que le patient est fumeur alors qu'on ne l'a pas mentionné dans l'anamnèse initiale. Vous allez quand même le retrouver, parce que vous allez voir un endroit fumeur et vous allez prendre. Nous, on envoie des questionnaires automatisés avant la consultation au patient qui dit je suis fumeur. Et donc là, on a dit non, il s'est gouré. Bah non, en fait, le patient dit qu'il fumait. Donc c'est typiquement à la fin. Et surtout, souvent, il donne plusieurs réponses. C'est-à-dire qu'il va vous donner peut-être 2 ou 3 réponses. Et c'est là où vous pouvez dire finalement, bah non, parmi les 2 réponses qu'on me propose, je dis laquelle est la bonne. En fait, souvent, on essaye de quand même donner, quand on n'est pas sûr, on donne 2 réponses possibles, par exemple. Et c'est l'humain après qui dit, bah oui, effectivement, c'est ça la bonne réponse. Mais oui, il va chercher vraiment partout. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est donner des instructions supplémentaires à un prompt qui existe déjà à partir des corrections, des retours de l'utilisateur. C'est-à-dire que tu vas, sur ce cas présent, dire, bah voilà, si le patient dit qu'il est fumeur, ça prévaut sur la correction qu'aura, ou l'information qui peut être contenue dans un courrier de consultation où le patient, il a 18 ans, il est avec sa mère, il n'a pas envie qu'elle sache qu'il fume. Donc, en fait, ça, c'est la suite du prompting. En fait, c'est orienter la machine en lui disant, là, c'est ça l'information prioritaire. Mais moi, tu vois, par exemple, je me faisais toujours reprendre au départ parce que je disais, ouais, on va apprendre au LLM, mais tu lui apprends rien. Un LLM, c'est le prompting qui va être. En fait, le prompting, ça lui permet de lui donner plus de contexte et plus d'exemples pour mieux l'aider dans sa réponse. Vraiment, le prompting, c'est la suite des instructions données au modèle pour vraiment le guider à converger vers ce vers quoi on attend comme réponse finale. Pas d'autres questions ? Bah écoutez, merci beaucoup et merci pour votre présence. Et n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions ou si vous voulez rejoindre l'aventure. Merci.